Sunderlight Productions. Depuis presque 100 ans, le sucre est omniprésent dans nos vies. Les Français en consomment en moyenne chaque année près de 35 kg par habitant. Mais pour les adeptes du running, le sucre est souvent considéré comme un carburant indispensable pour maintenir une performance optimale. Mais comment bien distinguer les différentes formes de sucre et les consommer de manière efficace ? Dans cet épisode, nous allons enquêter sur le rôle du sucre en course à pied afin de vous aider à en tirer un maximum de bénéfices sans en subir ses méfaits. En matière de nutrition sportive, les mythes et croyances ont longtemps façonné notre vision de l'alimentation. Du 7 au 28 avril, nous allons nous intéresser aux piliers de la nutrition du coureur. Pâtes, sucre, protéines ou encore matières grasses. Ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à repenser votre vision de l'alimentation sportive. Car nous sommes sur le point de bousculer toutes vos idées reçues. Bonne écoute! Quand on parle du sucre, on peut déjà faire un triste constat. Le sucre se trouve partout, quasiment dans tous les plats industriels, mais aussi dans les sauces tomates jusqu'aux carottes râpées en barquettes. On peut donc s'interroger, pourquoi les sucres sont omniprésents dans notre alimentation ? Quelle est son utilité ? Peuvent-ils nous rendre accros ? Et doit-on les bannir si on est en quête de performance sportive ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Mais avant ça, je te propose de faire un petit retour en arrière sur les origines du sucre. On retrouve les premiers signes d'utilisation de la canne à sucre en Nouvelle-Guinée aux alentours de 6000 ans avant Jésus-Christ. Mais en Occident, il a fallu attendre les croisades du XIIIe siècle pour trouver les premières traces de sucre. C'est cependant entre le XIIIe et le XIVe siècle que les Européens deviennent producteurs de sucre de canne, notamment en Espagne et en Sicile. Il faut savoir qu'initialement, le sucre était utilisé comme médicament. Les rois des grandes puissances occidentales se faisaient préparer des produits à base de sucre pour leurs propriétés thérapeutiques. Se développe ensuite une tradition de confiserie avec le double statut plaisir et médicament. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'utilisation du sucre et sa circulation sont étroitement liées aux grands explorateurs et notamment au fameux Christophe Colomb. Ce dernier va implanter la canne à sucre en Amérique qui va devenir un grand producteur de sucre. Le sucre de canne représente encore aujourd'hui 80% du sucre utilisé dans le monde, mais pas en France, où il provient à 90% de la betterave et seulement à 10% de la canne cultivée à La Réunion et aux Antilles majoritairement. D'ailleurs, la France est le premier producteur européen de sucre et le 9e producteur mondial. Mais justement, quand on parle de sucre, de quoi parle-t-on vraiment ? Eh bien, définissons ensemble ce que l'on entend par sucre. Dans le langage courant, on utilise le mot sucre pour parler des glucides dans leur globalité. Mais en réalité, sous cette expression générique se cachent plusieurs éléments distincts. Si l'on veut opérer une classification simple et efficace, on peut ranger ce qu'on appelle grossièrement d'un côté les glucides simples et de l'autre les glucides complexes. Dans les glucides simples, aussi appelés sucres rapides, on va trouver les sucres en poudre, liquide, les sucres raffinés, mais aussi le lactose, autrement dit le sucre contenu naturellement dans les produits laitiers, et le fructose, le sucre que l'on peut retrouver dans les fruits. Du côté des glucides complexes, aussi appelés les sucres lents, on rangera les féculents divers, mais aussi les sucres issus des légumes, et cette fois, pas de goût sucré à l'horizon, à quelques exceptions près. Et comme je l'ai dit, il s'agit du langage courant. Il est important de noter que la distinction entre les sucres simples et complexes est devenue de moins en moins pertinente. Les nutritionnistes préfèrent désormais parler de glucides à indice glycémique bas ou élevé. Dans les faits, le sucre se cache parfois sous des appellations complexes. On parle souvent de sucre caché. On peut par exemple trouver certaines étiquettes faisant figurer du glucose, du saccharose, du sirop de maïs, du dextrose, de la mélasse ou encore de l'amidon modifié. Dans tous les cas, sous ces divers noms se trouve uniquement du sucre rapide, autrement dit des glucides simples. Techniquement, chacune de ces deux catégories a un rôle et une utilité précise. Les glucides simples vont apporter à l'organisme une énergie directement utilisable par les muscles. Les glucides complexes, tels que le riz, les pâtes ou encore les pommes de terre, sont quant à eux chargés de transformer l'énergie mise en réserve sous forme de glycogène au niveau des muscles et du foie. En réalité, les glucides doivent constituer 50% de nos apports énergétiques. C'est très simple, on ne peut pas vivre sans le glucose fabriqué grâce à la consommation de glucides. Il compose une partie de nos cellules et est primordial au bon fonctionnement de notre cerveau.
Quand on parle du sucre, la question de la dépendance peut se poser. Certaines personnes considèrent même le sucre comme une drogue en raison de son effet potentiellement addictif. Cependant, il est essentiel de comprendre la différence entre une addiction alimentaire et une véritable addiction à une substance. Selon l'OMS, le sucre doit représenter 5% de nos apports énergétiques quotidiens, c'est-à-dire l'équivalent de 25 grammes par jour, soit 6 cuillères à café par ration de 2000 calories. Pourtant, un Français consomme en moyenne 100 grammes par jour. C'est 4 fois la recommandation journalière recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Il faut dire que le goût sucré apaise, réconforte et ramène à l'enfance. Le sucre a notamment un impact sur la production de cortisone qui n'est d'autre que l'hormone liée au stress. À très court terme, le sucre peut donc avoir un pouvoir réconfortant, diminuer le sentiment de stress et nous apporter un plaisir gustatif. De plus, le mélange sucre-graisse, que l'on retrouve notamment dans les fast-foods, mais aussi dans la plupart des aliments transformés, permet de retarder le sentiment de satiété. On mange plus et on a plus envie de manger. C'est tout bénef pour les industriels qui ont trouvé la bonne recette pour nous faire consommer plus, mais beaucoup moins sympa pour notre santé. Mais du coup, si on prend en compte toutes ces informations, est-ce qu'on peut considérer le sucre comme une drogue qui rend addict ? Eh bien, pas vraiment. Une drogue est une substance qui altère le fonctionnement normal du système nerveux central, provoquant des changements dans la perception, l'humeur, la conscience, la cognition et le comportement. Les drogues ont généralement un potentiel addictif élevé, pouvant entraîner une dépendance physique et psychologique. Le sucre est quant à lui une source d'énergie pour l'organisme et fait partie intégrante de notre alimentation. L'addiction alimentaire aux produits sucrés est un comportement compulsif qui se manifeste par une consommation excessive et incontrôlée d'aliments sucrés. Ce comportement peut être similaire à une addiction à une drogue dans la mesure où il active les circuits de récompense du cerveau. Cependant, il existe des différences cruciales entre les deux. La première est l'absence de dépendance physique, car contrairement aux drogues, le sucre ne provoque pas de dépendance physique, c'est-à-dire qu'il n'entraîne pas de symptômes de sevrage lorsque sa consommation est interrompue. De plus, les drogues ont un potentiel de réconfort beaucoup plus élevé que les aliments sucrés. Les drogues agissent directement sur les neurotransmetteurs, entraînant des effets plus intenses et plus durables sur le cerveau. Et enfin, un dépendant aux drogues va toujours être amené à consommer toujours plus de produits sans jamais avoir de sentiment de satiété, contrairement au sucre qui en trop grande quantité va provoquer un dégoût chez le consommateur. Face à cette problématique de surconsommation du sucre, tu dois sûrement te poser la question des édulcorants et de tous ces produits light qu'on peut trouver sur le marché. Eh bien malheureusement, au risque d'en décevoir plus d'un, les édulcorants entretiennent l'appétence sur le sucre. Ils déséquilibrent le microbiote intestinal et provoquent de gros soucis de digestion. Oubliez donc l'idée de remplir vos placards avec des produits light ou zéro, cela ne résoudra pas vos envies de sucre, bien au contraire, et vous causera d'autres dépendances tout aussi indésirables. Rentrons maintenant dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, le sucre et le running. La course à pied est un sport d'endurance qui sollicite énormément les ressources énergétiques du corps. Les sucres rapides, souvent diabolisés, jouent pourtant un rôle crucial dans la performance sportive et aussi la récupération. Il est important de reconnaître leur utilité lorsqu'ils sont consommés de manière adaptée et toujours dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée. Durant un effort, l'organisme a besoin de carburant pour alimenter les muscles. Les sucres rapides offrent une source d'énergie rapidement disponible et permettent de maintenir un niveau d'énergie élevé. Lors d'un effort prolongé, les réserves de glycogène du corps s'épuisent progressivement, ce qui peut entraîner une hypoglycémie. Consommer des sucres rapides pendant l'effort aide à prévenir cette situation et à maintenir une performance optimale. Pareil pour la récupération post-effort. La consommation de sucres rapides après une séance ou une compétition à haute intensité aide à reconstituer les réserves de glycogène et à accélérer le processus de récupération musculaire. Il est donc essentiel de démystifier la consommation de sucre rapide. C'est bien la consommation excessive qui pose problème, car consommer avec modération et dans le contexte d'une pratique sportive régulière, il ne présente pas de danger pour la santé. Mais attention, la consommation de sucre rapide peut s'avérer extrêmement piégeuse pour les coureurs à pied.
Les sucres rapides vont donner au coureur un coup de fouet dans les 10-15 minutes de l'ingestion. Ce regain d'énergie, s'il survient au bon moment, peut se révéler très bénéfique sur une course. Mais attention, une fois que le coup de fouet est passé, vous courez le risque de faire ce que l'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Le pic de glycémie lié à l'absorption de sucre rapide va entraîner une baisse de glycémie par la suite qui se fera sentir et nuira certainement à votre performance. Donc consommer à des moments stratégiques, les sucres rapides peuvent se révéler utiles. En revanche, on oublie le coca et les sodas consommés au 10e kilomètre d'un ultra-trail où vous risquez amèrement de le regretter. Gardez toujours en tête que la consommation de sucre rapide doit toujours être adaptée à l'intensité et à la durée de votre effort. Et on le répète, tous les sucres ne se valent pas. Par exemple, on parlait tout à l'heure du sucre de canne, de betterave ou encore du sucre roux. On pourrait imaginer que le sucre de canne soit plus sain pour la santé que le sucre de betterave. Hélas non, le sucre blanc de betterave et sucre blanc de canne sont totalement identiques chimiquement. Tous deux sont constitués de la seule et même molécule, le saccharose. Concernant le sucre roux industriel, c'est encore pire. Les industriels mélangent tout simplement du sucre blanc qu'ils colorent avec du caramel. Bref, à éviter. Quoi qu'il en soit, vous devez toujours privilégier les sources naturelles de sucre rapide, comme les fruits qui permettent d'obtenir des nutriments supplémentaires tels que les vitamines, les minéraux et les fibres. En conclusion, les glucides, on dit oui, ils sont bons pour le corps et pour l'esprit puisque notre cerveau est notamment composé de glucose. Cependant, on essaye de limiter les sucres dits rapides, raffinés, issus des aliments transformés. Au contraire, on privilégie les sources complexes, mieux assimilées et surtout moins néfastes pour notre organisme. J'espère que ce programme vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser une évaluation sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide énormément et ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Cette émission a été écrite par Nolwenn Pinsivi et interprétée par Guillaume Santracchio, Pierre-Emmanuel Hutto à la production, Justine Baudin pour les déclinaisons web et Lauriane Autissier à la coordination. À la semaine prochaine!